Quand on va parler de complexité, il y a une première chose qu'il faut faire, c'est de savoir de quoi on parle. Donc on va choisir un certain nombre d'opérateurs dans mon algorithme que je vais avoir à compter. Ces opérateurs que j'ai à compter, ça va me dire, bah oui, lors de l'exécution de l'algorithme, vous aurez utilisé, je ne sais pas, 10 fois l'opérateur étoile, ou 5 fois l'opérateur étoile, ou une fois, etc. Donc en fait, je choisis les opérateurs. Mais en choisissant ces opérateurs, je suis quand même un peu malin et j'anticipe les choses. Je me dis que l'implémentation dans un langage de programmation de cet opérateur risque d'être coûteux. Et donc j'essaye d'intuiter et d'avoir une idée de la machine sur laquelle ça va s'exécuter. Par exemple, le retour de préfixe, c'était une opération qu'on supposait coûteuse sur une machine. Et donc, le coût d'un algorithme pour une donnée D, ça correspond au nombre d'appels à l'opérateur que je souhaite compter lors de l'exécution de l'algorithme sur la donnée D. Alors, on sait, ça dépend de la donnée D. C'est peu explicatif, c'est-à-dire que si je vous dis que mon algorithme il a mis 10 étapes, comment je vais faire pour une autre donnée pour dire que ça va prendre 12 étapes. Donc, une donnée, c'est sans doute pas assez. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai une information sur la donnée et je vais essayer d'expliquer le nombre d'appels à l'opérateur en fonction d'un paramètre de la donnée. Et donc typiquement, on va regarder la taille de la donnée. Par exemple, vous recherchez un élément dans un tableau, c'est la taille du tableau qui va être importante. Le tableau va effectivement, selon sa taille, ça va vous prendre plus ou moins de temps pour rechercher un élément. Et après, ça ne dépend plus du tableau, mais par contre, ça dépend de la taille. Donc on va chercher une information sur les données qui nous semble pertinente. En général, en complexité, on parle de taille. Alors ça pourrait être autre chose, ça pourrait être le nombre de facteurs si vous travaillez avec des nombres et que vous faites des manipulations de nombres entiers, ça pourrait être d'autres choses. Mais pour nous, on va appeler ça taille. Et donc on définit la complexité d'un algorithme pour une taille donnée n, c'est une complexité au max, c'est le maximum sur toutes les données D de taille n du coût de l'algorithme A lors de l'exécution sur la donnée D. C'est-à-dire c'est la pire des situations que vous puissiez emprunter. Alors évidemment, cette complexité au pire, que souvent on appelle complexité de l'algorithme, par abus de langage, cette complexité au pire, elle peut être différente selon les données. Tout le monde ne va pas avoir la même complexité. Et donc il peut être intéressant à un moment donné d'exhiber un exemple qui va vous donner cette complexité au pire. Donc ça c'est une étape importante et sur laquelle on peut réfléchir. Donc en fait, quand on va travailler avec de la complexité, on va non seulement essayer de dire voilà, mon algorithme il va coûter tant, mais on va essayer d'exhiber des exemples qui vont me coûter autant. Et ce qui serait encore plus intéressant et plus passionnant, ça serait de dire ah ouais, j'ai quelques exemples qui me coûtent très cher, et donc de caractériser l'ensemble des éléments qui coûtent très cher. Donc ça, c'est la partie analyse sur les cas extrêmes de votre algorithme, c'est-à-dire pousser l'algorithme dans ses retranchements et essayer de l'améliorer sur les pires cas que l'on puisse observer. Alors, je peux également définir une complexité au mieux d'un algorithme, c'est-à-dire dire, voilà, sur toutes les données D que j'ai à ma disposition, le mieux que je puisse faire, c'est à min de n, pour une donnée D de taille n. Et donc là, pareil, il faut trouver des exemples, et c'est tout à fait intéressant. J'ai la complexité au pire, j'ai la complexité au mieux, et je sais que si je prends une donnée D quelconque, si j'ai sa taille, je sais que je vais me situer entre les deux. Donc c'est ça l'idée de la complexité d'un algorithme en fonction de la taille. Ça vous permet de savoir à peu près où vous vous situez lors de l'exécution de l'algorithme, en nombre d'appels ou au nombre d'exécutions de l'opérateur choisi. Et ça dépend toujours de cet opérateur-là. Alors, si on reprend le crépier psychorigide, si je regarde le nombre de retournements, eh bien, on a vu que si, par hasard, mon tas de crêpes était tel que je l'ai fait, de façon déterministe, eh bien, j'avais n-1 sur 2 opérations pour retourner mon tas de crêpes. Donc, on est quelque chose qui est de l'ordre de n au carré opération, c'est quelque chose qui grossit assez vite en fonction de n.
Pas trop quand même, mais ça grossit en fonction de n. C'est pas linéaire, hein. Si vous mettez une crêpe de plus, vous multipliez par n, en gros, ce que vous avez à faire. Donc, si je fais ça, je peux éventuellement regarder des améliorations pour optimiser au niveau du tas de crêpes. En fait, quand je fais mes opérations de retournement du tas de crêpes, eh bien, je peux aussi vérifier si ma crêpe n'est pas en bonne position au moment où je vais retourner, faire mes 2 retournements. Et dans ce cas-là, je fais rien. Donc, si par exemple mon tas de crêpes il est bien joli et bien dans l'ordre, j'ai aucune opération à faire. Et donc, dans le cas du tas de crêpes, dans ce cas-là, un peu optimisé, on aurait au minimum 0 opération de retournement et au maximum nn-1 sur 2. Alors, je vous laisse chercher l'exemple qui vous donnerait nn-1 sur 2, qui est déterministe. Mais si ce n'est pas déterministe, vous pouvez trouver d'autres exemples. Alors, continuons avec notre calcul de puissance. Si je prends le calcul de puissance, en fait, vous voyez, vous faites exactement n itérations. Donc ici, vous avez exactement n opérations, et donc la complexité dans ce cas-là ne dépend que de la taille des données. Ceci, ça permet de dire, oui, ok, je fais n, dans mon itération, j'en ai n, et je vais pouvoir essayer d'améliorer ça, voir si ça marche, si ça marche pas. On va voir un peu plus loin comment ça peut fonctionner. Donc si je veux évaluer la complexité d'un algorithme, je peux me poser la question, voilà, est-ce que j'ai des méthodes simples pour évaluer la complexité d'un algorithme? La réponse est oui. Et ça se fait à la construction, c'est-à-dire que ça va être au fur et à mesure que l'on avance dans la construction de l'algorithme, on va pouvoir regarder quelle est la complexité qui est associée. Donc en fait, c'est intimement lié à l'écriture de l'algorithme et la façon dont vous allez faire les choses. On n'écrit pas un algorithme et on évalue sa complexité après. On fait les deux choses en même temps, on essaye de réfléchir en même temps qu'on écrit son algorithme aux coûts qui sont engendrés. Alors, on va prendre ici 3 petites opérations. Donc la première opération, c'est les instructions de séquence. Donc quand vous avez une succession d'opérations, eh bien ce qui est facile à calculer, le coût de mon petit bout de code là que je vous ai mis, c'est la somme des coûts des 2 lignes que vous avez. Donc en fait, dès que vous avez une séquence d'instructions, d'opérations, eh bien vous faites la somme des coûts qui sont associés. Donc ça, c'est la première étape, c'est la séquence et le coût d'une séquence. Évidemment, tout ça, ça vous permet de regarder le calcul de coût de toute forme d'itération, que ce soit les instructions for, les instructions while, les instructions repeat. Donc c'est juste des sommes de nombre d'opérations à l'intérieur du corps de la boucle. Donc ça va assez bien. Là où ça va être un peu plus compliqué, c'est dès qu'on va avoir une conditionnelle. Supposons que j'ai une conditionnelle, if condition, je fais un calcul A, et sinon je fais un calcul B. Là, à l'exécution de mon algorithme, ou à l'exécution du programme implémentant mon algorithme, je vais avoir un petit problème. Je ne sais pas par où quelle va être la branche empruntée par mon exécution. Donc, ce qui va se passer, c'est que je peux juste donner, si je connais le coût de calcul de machin et le coût de traitement de bidule, je peux juste donner une sorte d'encadrement. Des choses, je peux vous dire, oui, ça sera compris entre le minimum de calcul machin qui est traitement bidule et le maximum des 2 branches. Donc en fait, on perd de l'information en ayant des conditionnels, donc on perd quelque chose, donc on va avoir quelque chose de moins précis. Si je regarde et si je m'intéresse uniquement à la majoration du coût, c'est-à-dire si je m'intéresse à la complexité au pire, eh bien je vais pouvoir dire la complexité au pire d'une condition, eh bien ça va être le coût d'évaluation des paramètres de la condition. C'est-à-dire là vous avez à calculer, en gros vous avez à regarder le coût d'évaluation de ça. Donc c'est cette partie-là. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous avez à regarder le coût de chacune des branches. Et donc, le coût de chacune des branches, C de A, ça correspondrait à la branche A. C de B, c'est la branche B. Et le mieux que vous puissiez faire à ce niveau-là de programmation, sauf si vous avez des informations supplémentaires et vous savez que la branche, elle va passer par là ou par là,
Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire autre chose que de dire bah, c'est majoré par le max des deux. Et donc après, quand vous avez des if emboîtés, etc., ça fait des max, de max, de max, de max, donc vous risquez de vous éloigner sans doute du coût réel que vous aurez lorsque vous allez l'implémenter. Alors, j'ai mis un petit I ici, parce que ce qui était avant, on a été capable de compter, mais ici, maintenant, on n'est plus capable de compter, on va dire c'est entre ça et ça. On a des encadrements, on a des majorations. Donc c'est pas si clair que ça, hein, que je sois capable de faire les choses. Alors il reste une dernière étape, hein, si j'ai des fonctions et appels de procédure, eh bien c'est toujours la même chose, hein, c'est le coût associé à un appel de procédure, c'est le coût qui correspond à l'évaluation de ces paramètres, plus le coût du bloc interne à la procédure. Alors ici, j'ai caché le fait que ma machine sous-jacente était capable de gérer des appels de procédure et que ce n'était pas coûteux. Donc ici, il y a des hypothèses aussi qui sont cachées. Alors, si je prends maintenant la méthode de calcul de complexité, en fait, je vais avoir deux méthodes. La méthode, c'est par assemblage et reconstruction, c'est-à-dire, je vais partir des éléments les plus petits et grossir petit à petit et calculer ma complexité petit à petit. Ou alors, je peux composer, hein, donc je vais avoir la composition. Ou alors, je fais une approche top-down, c'est-à-dire, je dis, je vais définir la complexité de ma fonction comme étant une fonction de complexité des fonctions appelées en interne, etc. Donc les deux approches sont possibles, les deux façons de voir sont possibles, une constructive à partir du code, et une, je dirais, par décomposition du code, qui permet d'avoir une autre vision de la complexité. Le résultat final sera le même, c'est juste deux façons d'appréhender le programme. Dans la partie sur la programmation, vous avez des calculs aussi de complexité de programme, et vous faites petit à petit d'abord les instructions, puis les boucles qui encapsulent les instructions, puis etc. Et vous construisez comme ça la complexité du programme. Alors, toujours garder à l'idée, c'est que ce calcul de complexité, son objectif n'est pas seulement de calculer le coût associé à l'algorithme. C'est quelque chose, cette démarche-là, ça vous permet d'avoir une analyse plus fine de l'algorithme, de comprendre mieux ce qu'il y a à l'intérieur de l'algorithme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ici, vous avez défini une mesure de qualité de votre algorithme. Vous avez dit, tiens, il coûte ça. Donc c'est une mesure de qualité, et donc, si vous avez une mesure de qualité, vous êtes capable de comparer différents algorithmes. C'est-à-dire, vous êtes capable de dire, tiens, celui-là, dans le pire cas, il va être meilleur que celui-là. Mais le meilleur cas de celui-là, peut-être il est plus petit que, etc. Donc ça permet de comparer des algorithmes entre eux pour résoudre un même problème. Donc c'est sans doute une des façons, je dirais, de comparer, c'est-à-dire de comparer ce qu'on appellera l'efficacité des algorithmes, leur complexité, de manière à pouvoir dire, tiens, celui-ci prend moins de mémoire, d'espace mémoire que celui-là, donc je vais le préférer. Celui-ci a un temps d'exécution, une complexité qui est linéaire dans la taille des entrées, celui-là il a une complexité quadratique dans la taille des entrées, je vais prendre celui qui a une complexité linéaire. Donc c'est cette idée-là que l'on peut regarder.